Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien. J'ai une passion un peu étrange qui consiste à apprécier ce qu'on a caché derrière des murs de briques ou quoi que ce soit depuis des dizaines d'années. Des choses qui ont été emmurées, cachées comme ça me passionne. C'est bizarre, mais respectez ma passion. Je sais pas pourquoi ça me fascine, genre un vieux mur dans lequel on a caché des choses qui sont là depuis des dizaines, voire des centaines d'années, qui demandent juste à être retrouvées. Sauf que parfois, au lieu de trouver des trésors ou des reliques, on tombe sur d'autres choses, comme par exemple des gens ou des choses un peu étranges qu'on va pouvoir voir ici. Et c'est justement ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Pour le premier truc que j'ai trouvé, c'est une petite variante, on va dire. J'en avais déjà rapidement parlé dans une vieille vidéo, mais ici on va rentrer dans les détails. Alors restez bien jusqu'au bout parce que il y a des histoires qui sont complètement folles. Nous sommes le 24 janvier 2019. Des ouvriers doivent détruire un bâtiment fermé depuis 2015. Une épicerie, tout ce qu'il y a de plus classique. Les ouvriers commencent par enlever le matériel restant, notamment des frigos. Et là, incroyable découverte. Ils trouvent un mec momifié derrière un des énormes frigos. Toi, t'es là à faire ton déménagement, tu tombes nez à nez avec une momie coincée entre les glaces à l'eau et les packs de coca. Je veux dire, t'es pas bien. Évidemment, la police a tout de suite procédé à un test ADN et il s'agissait d'un type qui avait disparu depuis 10 ans. Mais alors, que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'il foutait là, le gars? Eh bien, en 2009, Larry Eli Murillo Moncada, le nom est compliqué, disparaît subitement sans donner de nouvelles. Tout le monde pense qu'il a fait à sa famille le fameux coup « Je vais acheter des chips, je reviens ». Et puis tu reviens jamais. Bon là, c'était pas le cas. En fait, Larry, ce jour du 28 novembre 2009, se prend la tête avec ses parents. Il se tire de la maison pour prendre l'air, sauf que dehors, grosse tempête de neige dans la ville de Council Bluffs. Et il se trouve que Larry travaillait justement dans ce supermarché détruit en 2019, dans lequel on l'a retrouvé. Il vient donc s'abriter naturellement à l'intérieur le temps que la tempête s'arrête. En fait, il se serait apparemment assis au-dessus d'un des frigos pour attendre, mais serait tombé derrière. Les frigidaires mesuraient 3 mètres de haut et 45 cm de largeur. Donc il chute derrière le frigo et il reste bloqué. Ensuite, on peut se demander, mais pourquoi personne ne l'a entendu? Eh bien en fait, les réfrigérateurs faisaient tellement de bruit qu'il était impossible d'entendre les cris du pauvre Boog. Et c'est ainsi que Larry fut découvert 10 ans plus tard, momifié entre un mur et un frigo. Autre contexte, autre registre, cette fois-ci on part au Canada pour une histoire un peu étrange également. Cette histoire se passe dans un bar dansant, une sorte de discothèque. Et les gens disaient, texto de cet endroit, parfois ça sent les égouts quand on allait dedans le matin. Jusque-là rien d'anormal, c'est possible que ça pue dans ta discothèque. Tout le monde pensait naïvement que c'était à cause de l'alcool renversé et de la cigarette que ça schlinguait la mort comme ça. Que nenni! On est en septembre de la même année, l'interdiction de fumer dans les lieux publics entre en vigueur dans cette ville du Canada. Là, les gens pensent que l'odeur va disparaître, mais pas du tout. C'est encore pire. Et bizarrement, cette odeur vient du sous-sol. On fouille un peu, derrière une fausse cloison, coincée entre le mur en béton et le placo, on retrouve un type littéralement emmuré. Ça faisait à peu près 1 an qu'il était ici, et personne ne sait vraiment pourquoi et comment il est arrivé là. On n'a pas retrouvé de traces d'alcool ou autre substance que ce soit dans son sang, ou bien même dans ses poches. Il était clean. D'après Bob Johnson, le porte-parole de la police de l'époque, il aurait fait une asphyxie positionnelle. En gros, il s'est étouffé car il était coincé en V dans le mur. Le truc bizarre, c'est que personne ne comprend pourquoi il est allé ici. Qu'est-ce que le mec foutait dans un mur? Sachant qu'il était à jeun de toute substance. Juste avant, il a même retiré $80 vers 2h45 du matin. Il parlait avec 3 de ses amis qui voulaient qu'il vienne continuer la fête chez eux. Mais lui a refusé et a fini dans le mur. La légende raconte que depuis sa découverte, la gérante du bar a affirmé « C'était notre DJ à temps partiel, mais bordel, il sentait pas le patchouli celui-là. » Cette fois-ci, on change de pays, on change de continent. Bienvenue à Marrakech en 1906. Il y a un type qui s'appelle Mohamed Mesfeoui. Et c'était pas un enfant de cœur. Lui, son truc, c'était de trucider des femmes pour récupérer leur argent. C'était un tueur en série, tout simplement. Il a eu 36 victimes à son actif. On peut se demander à ce moment-là, c'est quoi le rapport avec le fait d'être emmuré dans cette vidéo? Eh bien, c'est pas ce que vous croyez, vous allez comprendre. À la base, il était cordonnier, et parmi sa clientèle, il y avait des femmes avec pas mal d'argent. Il les invitait à dîner, les trucidait et prenait leur argent. Alors, il y a une méthode marocaine qui est assez efficace, je trouve, pour mener l'enquête. Oui, parce que la police n'a pas fait grand-chose et n'arrivait pas à trouver le coupable. Eh bien, les proches d'une des victimes de ce gars-là décident de reprendre l'enquête pour que ça avance. Ils arrivent à retrouver la dernière personne qu'elle aurait vue, une vieille dame d'à peu près 70 ans, et cette famille de la victime kidnappe donc la vieille personne et la torture pour qu'elle avoue ce qu'elle sait. Évidemment, entre 2 séances de chalumeau et d'écarteurs de viscères, ils finissent par retrouver le coupable.
Chez lui, c'est une véritable collection qui est retrouvée. Il gardait absolument tous les corps. La population de Marrakech et du Maroc en général avait un peu la haine contre ce mec, on peut les comprendre. Du coup, la justice décide d'une sanction appropriée pour satisfaire tout le monde. Ils allaient le crucifier. Tout simplement. Sauf qu'à cette époque, il y a un ambassadeur européen qui est dans le coin, au moment des faits, et il dit que c'est un peu barbare comme façon de faire. La justice marocaine entend ça, et elle fait un effort sur la sentence. On transforme la crucifixion en pendaison, la peste ou le choléra. Mais bon, ça, voilà. Mais durant 2 mois, il est amené tous les jours sur la Grand Place pour être fouetté, de 10 coups avec un bâtonnet denté. Alors un bâtonnet denté, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un fouet fabriqué avec un acacia épineux, comme ça, et ça pique. Autant vous dire que ça laisse des traces. Il a été rapporté qu'on ne lui mettait pas trop de coups de fouet, car le type était déjà vieux et que ça allait le tuer trop vite sinon. Bon, après ces séances de massage et le dos qui ressemblait plus à un steak haché qu'à un dos, on lui balançait du vinaigre sur les plaies. Autant vous dire que ça laisse des traces ça aussi. Et pourquoi il faisait ça? Je cite, afin qu'il soit en forme pour l'épreuve du lendemain. Alors du vinaigre sur les plaies, ça ne te met pas en forme, ça t'achève un petit peu plus. C'est-à-dire que là, avec le vinaigre sur les plaies, le type était passé du stade d'humain à celui de cornichon, en termes de considération. On peut le comprendre. Et c'est à ce moment précis qu'on rejoint le sujet de cette vidéo, c'est-à-dire les gens dans les murs. Finalement, il ne sera ni crucifié ni pendu, mais emmuré vivant. On est le 11 juin, le jour du marché à Marrakech. Faut imaginer la grande place de Marrakech avec des milliers de personnes accroupies sous le soleil à attendre, comme ils le disent, l'effroyable spectacle. Ça faisait des années que cette peine, être emmuré vivant, n'avait pas été faite. La police demande à des maçons de creuser un trou dans un mur assez large pour que le gars ait assez d'air et ne meure pas trop rapidement. Et en plus, ce jour-là, quand on sort de prison pour sa séance de fouet quotidien, eh bien on le prévient pas qu'il va être emmuré. Il le découvre seulement en arrivant sur la place et en voyant la foule. Il a été rapporté que jusqu'à la dernière pierre, on entendait le gars crier dans le mur. Et même après. Et en fait, dans le mur, il a survécu 2 jours comme ça. Et plus le temps passait, moins on l'entendait. Faut savoir qu'il faisait à peu près 40 degrés. Donc bon, c'était plus un mur, c'était un four. Le gars a cuit. Et les autorités ont dit, après cela, au moins, il a apporté sa pierre à l'édifice. Le passage secret, trop secret. Cette fois-ci, les amis, on part au château de Montségur sur l'Ozon. Nous sommes dans la Drôme. On est le 25 juin 1715. Une fête est organisée pour les noces de la marquise, Lucie et un chevalier. Déjà à table, au moment de manger, un mauvais présage arrive. Lucie casse son alliance, signe de mauvais augure pour l'époque. Et c'était pas faux. Le dîner se termine et une demoiselle d'honneur propose un petit cache-cache dans le château. Et faut noter qu'à l'époque, en fait, le cache-cache, tout le monde y jouait. Adultes, enfants, c'était pas un jeu réservé pour les plus jeunes. Un petit peu comme la pétanque aujourd'hui. Tout le monde participe. Les femmes devaient se cacher et les hommes devaient compter. Lucie connaissait un peu le château et connaissait justement un endroit pour bien se planquer. Les sous-sols. Jamais y aller dans un sous-sol de château. Je pense qu'elle l'a regretté. Les hommes terminent de compter, se mettent à chercher les femmes cachées. Ils retrouvent rapidement toutes les femmes, sauf une. Lucie. La journée continue, la soirée arrive et se termine. Toujours pas de Lucie. Et ce soir-là, il y avait beaucoup de vent. Le vent qui soufflait et qui étouffait les cris. 3 jours passent. Toujours pas de Lucie. Bon là, il se demande si Lucie, elle prend pas le cache-cache un peu trop à cœur, en restant cachée plusieurs jours. Je veux dire, à un moment donné, le jeu doit s'arrêter. Ils finissent par ratisser l'entièreté du château, et notamment un puits qui était à l'extérieur, où il y avait déjà eu pas mal de morts dedans. On descend avec une corde au fond, mais rien. Pas de Lucie. La police arrive et soupçonne directement un camp de gitans qui était pas très loin du château. La police fait son travail, mais rien chez les gitans. Et c'est même la marquise qui demande à ce qu'on les relâche, car ce n'est pas eux. Il y a même une voyante du camp qui lit les lignes de la main de la marquise, et qui lui dit « De ton vivant, tu reverras ta fille ». Elle précise pas dans quel état par contre, avec ou sans parpaing dans le museau, mais visiblement elle va la revoir. Le temps passe, la marquise revend le château de chagrin. 1747, 32 ans après cette partie de cache-cache qui tourne mal. Un nouveau propriétaire est dans les lieux et organise une petite fiesta. Le gardien fait une visite aux convives et les amène même à la cave. Là, les invités, ils ont tous en tête l'histoire de Lucie qui a disparu 32 ans auparavant, lors d'un cache-cache, et ils décident à leur tour d'en faire un. On est dans le sous-sol, là où un des gars devait compter pour le cache-cache. Il remet sa lanterne correctement, car il fait très sombre, et en faisant ça, il s'appuie contre un mur. Le mur se met à coulisser. Il tente de réouvrir ce passage dans lequel il s'est engouffré, mais impossible, le mécanisme est conçu pour entrer et ne plus pouvoir ressortir. Derrière ce passage secret, un escalier l'amène à une cave ronde. Dedans,
des chaises et des tables avec quelques outils, et aussi des vieux livres. Il y fait sombre, mais il voit au loin sur une chaise une forme humaine assise là. Il s'en approche et constate que c'est un humain. Il tombe immédiatement dans les pommes. On peut le comprendre. Quand il reprend ses esprits, il s'aperçoit qu'il s'agit d'un corps déshydraté, qui s'est momifié à cause du climat de la cave, comme un fromage en quelque sorte. Vêtu d'une très belle robe bleue et un collier de perles. Sur ses genoux, une Bible, sur laquelle la pauvre a gravé ces derniers mots que voici. Malheureux, vous qui entrez dans cet abîme, abandonnez tout espoir. Recommandez votre âme à Dieu. Demandez-lui pardon de vos fautes, car vous ne sortirez pas plus de ce sombre séjour que moi, Lucie de Pracontal, en ce jour de 1715. Vous imaginez les poils, comment ils se sont hérissés au mec? Ça lui a fait un manteau de fourrure. Visiblement, elle aurait abrégé ses souffrances, car il retrouve également un couteau ensanglanté à côté d'elle. Et donc, il s'agissait bien de Lucie. Il l'avait retrouvée 32 ans plus tard. Lucie qui avait fait un cache-cache et qui s'était perdue dans un passage secret. Je pense que c'est la partie de cache-cache la plus longue de l'histoire par contre. Mais là, on peut se demander, comment le gars qui s'est coincé est sorti? Eh bien, il a eu plus de chance que Lucie. En fait, il y avait un chat dans le château, Mistigris. Il y avait un tout petit passage par lequel le chat était venu ronronner, auprès du pauvre coincé dans le mur. Le type attrape le chat et lui met une cravate autour du cou. Puis, il le relâche. Le chat retourne vers les autres convives à l'extérieur. Alors là, il voit un chat arriver en costume 3 pièces. Les mecs comprennent pas trop, donc ils décident de suivre le chat. Le chat les amène jusqu'au gars qui était coincé. 24 heures ont passé et il est finalement retrouvé. On fait casser le mur pour sortir le malheureux de là. On va chercher la marquise au couvent qui est prévenue immédiatement qu'on a retrouvé sa fille 32 ans après le cache-cache. Et la légende raconte que quand elle a revu 32 ans après sa fille momifiée, elle aurait crié « Trouvé !»